Saturne Nîmes. Plus radin, plus malin. Vous présente Miroir des Sports. Une édition de Miroir des Sports consacrée au ballon d'une façon très générale. Nous évoquerons tout au long de cette édition du football avec le match amical du Nîmes Olympique samedi à Saint-Rémy-de-Provence face à l'AC Arles Avignon, et puis une troisième large partie consacrée au handball avec notamment le premier point ramené par l'USAM, c'était à Cesson vendredi soir, ou encore la victoire des filles du HBCN samedi du côté du Parnasse, sans oublier la défaite de Montpellier, c'était en Ligue des Champions samedi après-midi. Mais avant d'évoquer le handball et le football, place au basketball avec notre premier invité de cette session de Miroir des Sports. Avec nous ce soir, André Fesch, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du basket cheminot Perrier Nîmes Omnisport. Omnisport, tout à fait, oui. On va revenir sur la belle prestation du BCPN du côté du gymnase Camargue. C'était hier après-midi. Belle victoire face à l'équipe lyonnaise de Gerland Mouche. Troisième victoire des Nîmois sur le score de 58 à 48. Peut-être avant toute chose, histoire de planter le décor et puis aussi d'habituer nos téléspectateurs qui ne connaîtraient pas très bien le BCPN. Pourriez-vous nous faire un bref rappel historique de ce club ? Alors, c'est un club qui existe depuis 1972, qui est issu de la fusion du club cheminot de Nîmes et du club de Vergès, donc Perrier-Vergès. C'est pour ça qu'on a gardé le nom de Vergès, plutôt historique que publicitaire en fait. Voilà. Et nous sommes aujourd'hui 200, on a 200 adhérents en début de saison et 16 équipes, dont à peu près il y a 5 à 6 équipes de seniors et le reste des équipes de jeunes. Avec aussi un partage au niveau de la présidence du club. Oui, c'est-à-dire que voilà, moi j'occupe le poste de président du club Omnisport. On a un côté Georges Costa, donc mon prédécesseur, qui lui s'occupe aujourd'hui du côté handi basket, et Nathalie Domé, une ancienne joueuse qui même a évolué, qui a fait un match dernièrement, qui est la présidente donc, de la section basket, Fédération française de basket. Voilà. On va différencier les deux secteurs. Vous l'évoquiez à l'instant, le basket au niveau de l'handisport, quelle part il représente sur une ville comme Nîmes aujourd'hui ? Il y a malheureusement, il faut dire ce qui est, c'est qu'on a un souci d'effectifs. Et on a dû mettre cette section en veilleuse, puisque tous les quelques adhérents qu'on avait sont partis sur Montpellier. Bon, pour des raisons un peu obscures, parce qu'on leur avait promis de faire un championnat de France, qu'ils n'ont pas fait. Manque de moyens. Donc là, aujourd'hui, cette année, l'objectif de Georges Costa, c'est de récupérer en fait, cette section, puisqu'on a la chance d'avoir les moyens, mais on n'a pas les combattants, malheureusement. Alors, l'équipe nîmoise du BCPN évolue depuis quelques années maintenant en National 3, qui est l'équivalent, on peut le dire, de la 4e division, c'est cela ? Même 5e, puisque maintenant il y a le Pro A, il y a la Pro B, si on peut appeler ça comme ça, et ensuite il y a 3 équipes, il y a National 1, National 2, National 3. Donc, mais nous, on est en National avec ces filles, ça fait plus de 15 ans, puisqu'elles ont été même jusqu'en National 1B. Puis là, aujourd'hui, on est en National 3 avec pratiquement le même effectif. Le souci qu'on a aujourd'hui, c'est que l'équipe est un peu vieillissante. Avec un profil de club dans ce championnat qui se renouvelle, notamment votre adversaire d'hier après-midi, Gerland Mouche, l'équipe lyonnaise, qui était jusqu'alors un petit peu une grande inconnue. On ne les connaissait pas du tout. En fait, cette année, on a récupéré 2 clubs de l'Isère, 3 clubs de la région lyonnaise, Misieux, etc. Donc, ce qui fait que ce sont des équipes qu'on ne connaissait pas. Et bon, c'est intéressant, puisque ça change un peu. On a toujours les mêmes équipes du Sud-Est, comme la Seine, ça fait au moins 10 ans qu'on les rencontre, hein, donc on les connaît presque par cœur, et inversement. Cette année, on a aussi Monaco, on a Saint-Laurent, on a Rognac aussi, qui sont nouveaux. Tout ça, c'est monté de l'après-national. En tout cas, l'expérience a parlé hier après-midi du côté du gymnase Camargue pour cette rencontre entre le BCPN ainsi que l'équipe lyonnaise de Gerland Mouche. Une victoire pour l'équipe nîmoise. Le reportage et le commentaire sont signés Nicolas Pinchino. Après le faux pas de la semaine dernière face à Monaco, les basketteuses du BCPN devaient réagir à la maison.
lors de cette 4e journée de championnat de National 3 avec la réception des Lyonnaises de Gerland-Mouche. Après 2 cartons d'observation, les Nîmoises ont profité du manque de jeu des adversaires pour prendre les devants. Si à la pause, chacune des 2 équipes était retournée au vestiaire avec 24 points, c'est au cours du 3e quart-temps que le match va tourner à l'avantage des Nîmoises. La défense est efficace, les attaques placées sont réussies, les coéquipières de Delphine Costa montrent du beau jeu. Les systèmes de jeu proposés par le coach permettent aux filles du BCPN de conclure ce 3e quart-temps avec 10 points d'avance. Dans le 4e et dernier quart-temps, les Lyonnaises, qui avaient baissé les bras comptant jusqu'à 18 points de retard, vont profiter d'un relâchement des Nîmoises pour réduire l'écart. Mais cela ne suffira pas. Score final pour les filles d'Alain Bérard, 58-48. Au classement, elles prennent la 3e place, derrière Monaco et Saint-Laurent-du-Var. Un bon début de saison donc pour le club nîmois qui cette année pourrait assurer son maintien bien avant la fin de la saison. Monaco, Saint-Laurent-du-Var et donc le BCPN Nîmes, podium pour l'instant en tout cas très sudiste. André Fesch, quelle a été votre appréciation justement sur le niveau de jeu proposé hier après-midi par l'équipe? C'est un niveau, bon, c'était pas extraordinaire comme basket, mais bon, nos filles ont fait le travail. Bon, vous avez vu, on a vu souvent Delphine Costa, c'était la meilleure joueuse, mais c'est aussi quelqu'un d'incontournable. C'était l'une des meilleures joueuses de la 1B de l'époque, donc elle a resté presque 20 points à elle seule là, hier après-midi. Et puis c'est tout à fait logique. Elle a fait vraiment son travail. Puis derrière, on a deux, trois petites jeunettes, on les appelle comme ça, qui arrivent parce que déjà elles ne sont pas grandes non plus. Il y a Sarah Annès qui remplace Laure Philippot qui est blessée pour 2 mois. Donc là, elle a vraiment aussi fait une très très belle prestation. Je pense que oui, au départ, les jeunes filles de Lyon ont bien démarré, mais en fait, en deuxième mi-temps, ça a été, on a recadré le système et puis les filles ont fait leur travail. C'est vrai qu'à la fin, elles auraient pu gagner de 20 points, mais bon, elles ont lâché un peu. Elles ont déroulé, quoi. Une équipe adverse aussi qui a pêché aussi par une accumulation de fautes aussi. Oui, tout à fait. Mais bon, ça, c'est justement comme physiquement, ils étaient un peu courts. Et puis nous, derrière, on a une défense quand même assez sérieuse. Je dis pas agressive, mais sérieuse. C'est normal qu'on fasse des fautes. Ça, c'est logique. D'un point de vue collectif, on imagine aussi que les aînés de cette équipe ont su depuis maintenant quelques temps encadrer les jeunes joueuses, notamment pour se recentrer d'un point de vue moral après la déception engendrée après la défaite de Monaco. Oui, ça c'est vrai, mais surtout qu'au Monaco, ça a été un non-match. Bon, je n'ai pas fait le déplacement, mais l'entraîneur nous a dit que, bon, quelque part, ils ont oublié de jouer. Ils n'étaient pas assez agressives. Et en face, Monaco était au contraire une équipe très très agressive. Et, on va dire presque limite. Peut-être trop timoré, il y a eu un complexe je pense qu'il y a un complexe, mais bon, ça s'est vite rattrapé. Bon, je pense que je vois la photo à côté de Bob. Il a fait ce qu'il fallait pour remettre tout ça sur le droit chemin. Alors justement, on va laisser parler Bob. Bob, c'est le surnom de Alain Bérard, le coach du BCPN que Nicolas Pinchino a rencontré à l'issue de cette partie, de cette belle victoire des Nîmoises. Pour resituer un peu le contexte de ce match, le début de championnat, comment ça se passe pour vous? Bon, maintenant on est à 3 victoires et une seule défaite. Donc la semaine dernière à Monaco, on a subi une lourde défaite de 26 points. Bon, il fallait rectifier le tir à la maison, surtout face à Lyon qui était promu, donc qui avait gagné 2 matchs aussi. On ne savait pas où c'est qu'on allait avec cette équipe. Bon, l'objectif était la victoire, donc voilà. Après un premier quart-temps d'observation, on va dire, finalement ça s'est quand même plutôt bien passé l'ensemble du match. Oui, il a fallu resserrer en défense, même si on n'avait pas beaucoup pris de points à la mi-temps, mais effectivement, après un premier quart-temps d'observation, on va dire, on a su gérer la suite. Sur la fin, ça se relâche. Bon, là, il y avait suffisamment d'avance, on va dire. Est-ce que ça peut aussi poser des problèmes pour la suite?
Non, bon, on fait tourner aussi l'effectif, il faut que tout le monde participe au jeu pour prendre confiance. Donc effectivement, on aurait dû avoir 20 points d'avance au lieu d'en avoir 10, mais c'est pas ça le plus important. La suite du championnat, ça va se passer comment pour vous? On va à Rousset la semaine prochaine, qui est second, qui était comme nous aussi avec une seule défaite. Donc match très difficile, surtout que j'ai ma meneuse Laure Philippot qui est blessée. Donc il faut que on y va sans pression et puis on verra bien ce qui se passe. L'équipe, il y a eu un peu de renouvellement, des nouvelles joueuses qui sont arrivées? Il y a 2 jeunes, dont une qui s'est blessée, qui vient d'Alès, et une autre jeune, Florence Amat, qui vient de Tamaris, donc qui est encore cadette. Donc voilà. Et puis Sarah Annès, qui vient de Fréjus, qui permet et qui a fait un bon match aujourd'hui et qui mène le jeu aussi avec Laure Philippot. Du coup, est-ce qu'il y a une ambition particulière pour cette saison? Non, il n'y a pas d'ambition particulière. Après, le championnat a un peu évolué. Si on termine dans les 3 premiers, on peut jouer les playoffs. Donc ça serait un challenge intéressant. Un challenge intéressant, on souhaite en tout cas pour Alain Bérard, le coach nîmois justement, de briller dans ce championnat avec ensuite, on l'a dit, la perspective, André Fesch, des playoffs, qui, on le sait, sont toujours un petit peu plus relevés en termes de niveau, au niveau de la confrontation entre les équipes. C'est sûr, mais je pense que ça, effectivement, c'est l'ambition d'Alain. Nous, si on se maintient, on sera content aussi. Mais c'est vrai que, bon... Il y a la place pour faire mieux, peut-être? Oui, ça cerise sur le gâteau. Si vraiment on peut jouer les playoffs et la montée, on suit. Mais bon, on connaît un peu nos filles. Donc on va raison garder. Voilà. On l'a vu, il y avait une jolie ambiance hier après-midi du côté du gymnase Camargue. Il y a aussi un public de fidèles qui encadre l'équipe et qui suit les filles, en tout cas à domicile. Tout à fait. Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont fidèles, effectivement. On va tourner peut-être autour de 30-40 personnes. Mais il n'y a jamais eu beaucoup de monde chez nous. Mais là, cette année, c'est pas mal. Même les garçons aussi, puisque les garçons, on peut en parler peut-être d'ailleurs 2 mots. On a une belle équipe de garçons de pré-national. Et là aussi, là, on souhaiterait vraiment, on vise la montée parce qu'on a les conditions sont requises avec une belle équipe, un championnat qui nous va bien. Et on aimerait vraiment pouvoir aussi annoncer l'année prochaine une équipe garçon national 3. Ce qui serait bien, ce qui serait pas mal. En tout cas, l'objectif est avoué dès ce soir. L'objectif est avoué, tout à fait. Ouais. Un mot sur les équipes de jeunes, l'avenir du BCPN. Alors le jeune, justement, voilà, c'était une très bonne question parce qu'en fait, on parle beaucoup de jeunes et aujourd'hui, le potentiel existe au niveau des garçons. Les garçons, derrière les garçons, il y a ce qu'il faut pour assurer une certaine pérennité. Mais par contre, pour les filles, à part l'équipe première fille qui joue en National 3, derrière, c'est un peu plus compliqué, il y a moins de monde. Alors, vraiment, des affections pour le basket au niveau féminin? Oui, c'est vraiment délicat. On a pratiquement pas de cadettes, on a pratiquement, même l'équipe 2 est assez moyenne, bon, courageuse mais moyenne, mais vraiment le potentiel. C'est pour ça que l'équipe vieillit et qu'on est obligé de faire venir. On a la chance d'avoir des recrues qui viennent en plus du département, d'Alès ou de Tamaris, c'est très bien, je trouve. C'est vraiment la première fois que ça arrive et franchement, tant mieux que ce soit des joueuses gardoises. En tout cas, on vous souhaite que les locomotives de cette équipe féminine du BCPN vous permettent peut-être d'engendrer de nouvelles vocations sur les mois à venir. On est là pour ça, il n'y a pas de souci. On reviendra justement dans la deuxième partie de cette émission sur le Forum des sports qui avait concerné bon nombre de clubs sportifs nîmois. Il y a un petit peu plus d'1 mois de cela du côté du Parnasse, un sujet que nous évoquerons avec l'adjoint au sport de la ville de Nîmes, Pascal Gourdel. On reviendra également sur le football avec la défaite du Nîmes Olympique samedi après-midi du côté de Saint-Rémy-de-Provence. C'était face à la Serle Avignon. Ne bougez pas, Miroir des Sports revient très vite.
La deuxième partie de Miroir des sports consacrée ce soir au sport collectif de ballon notamment. On a parlé de basketball en première partie de l'émission avec la belle performance des filles du BCPN hier après-midi du côté du gymnase Camargue avec une victoire face à une équipe lyonnaise. Il va être question dans quelques secondes de football avec l'actualité du Nîmes Olympique et puis une large page de handball. D'ailleurs, vous pouvez d'ores et déjà appeler le standard de Télémiroir si vous souhaitez gagner des places pour la rencontre qui opposera dans le cadre de la 5e journée de D1 masculine l'équipe de l'USAM Nîmes-Gard face à Toulouse. Ce sera samedi soir du côté du Parnasse après le premier point ramené par les hommes de Laurent Pusségur. C'était vendredi soir sur le parquet de Cesson. Pour nous accompagner dans la deuxième partie de cette émission, l'adjoint au sport de la ville de Nîmes, Pascal Gournel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va revenir un petit peu sur le bilan de la rentrée sportive nîmoise, notamment après un événement qui s'est déroulé lors du premier week-end de rentrée, le premier week-end de septembre. C'est traditionnel. On sait qu'il y a le grand forum des associations à l'Esplanade, mais aussi le forum des sports du côté du Parnasse. C'est devenu, on peut le dire, un incontournable de la rentrée sportive nîmoise. Oui, c'est une rentrée sportive de toutes les associations sportives, puisque elles-mêmes l'ont inscrite sur leur calendrier comme un moment un peu incontournable et qui leur permet à toutes de se montrer au public, au plus grand nombre, puisque on avoisine entre 5 et 10 000 personnes qui viennent pendant 2 jours, j'allais dire, faire leurs courses, puisque le but est un peu là, c'est-à-dire que les associations se montrent, mais qu'également les futurs pratiquants, les pratiquants viennent faire leur choix en connaissance de cause, puisque les associations qui sont présentes peuvent indiquer les créneaux, les lieux, donner les explications, et je crois que ce moment est vraiment un moment fort de la vie sportive nîmoise. Vous le voyez depuis que vous êtes aux responsabilités à la délégation des sports à la ville de Nîmes. Est-ce qu'il y a un accroissement justement de la demande des clubs en termes de représentativité lors de cette journée? Ah oui, nous avons, parce que progressivement, beaucoup d'associations se sont aperçues que soit elles étaient méconnues, et peu importe les disciplines, elles étaient méconnues, ou alors la difficulté qu'il y avait, c'était d'aller chercher les pratiquants. Et donc à ce moment-là, elles se retrouvent, d'abord, elles se voient entre elles, c'est un élément important, c'est peut-être particulier, ça crée du lien, c'est-à-dire elles apprennent à se connaître entre elles, elles échangent, elles évoquent leurs propres difficultés, leurs avantages, et puis surtout, elles sont vues. Et beaucoup d'associations ont vu leur nombre de licenciés ou de membres augmenter un petit peu grâce à ça. Et puis n'oublions pas que ces dernières années, nous avons eu sur la ville de Nîmes, les chiffres évoqués au niveau des démographes, c'est dans les 10 à 15 000 nouveaux arrivants. On nous en promet un peu plus encore les années qui viennent. Donc ces nouveaux arrivants, c'est un très bon moyen à un moment donné pour que lorsqu'ils se trouvent à un endroit bien identifié, une date identifiée, et qu'ils puissent être en contact de tous les intervenants de la vie associative pour le reste de la ville et sportive en particulier au Parnasse. Des nouveaux arrivants, ça peut être aussi de nouveaux licenciés dans les différents clubs, donc un essor, mais peut-être aussi plus de demandes de subventions de la part de ces clubs. Donc la demande de subvention, les collectivités, quelles qu'elles soient, jouent un peu leur rôle d'accompagnement, donc ça c'est évident. Mais de demande, je dirais plutôt, qui dit essor des associations, toutes disciplines confondues, dit surtout des demandes d'infrastructures. Donc c'est là où il faut qu'on soit extrêmement vigilant pour que d'abord on ne cède pas à la mode, c'est-à-dire qu'il y a de nombreuses disciplines qui apparaissent. Donc il faut être sûr que ce soit des disciplines pérennes avant d'envisager un quelconque investissement qui puisse être utilisé. Et ensuite, il y a certaines associations qui évidemment ont tendance à prendre énormément de licenciés parce que ça attire. Et donc on leur dit d'être vigilants également parce qu'il faut que les infrastructures suivent, mais qu'également leur organisation suive. Parce que lorsque vous avez énormément d'adhérents et de licenciés, ça veut dire une organisation en interne qui doit évoluer. Donc on les accompagne dans ce registre-là en leur évoquant le danger de prendre pour prendre. Vous avez un rôle de conseil finalement? D'accompagnement, pas de conseil, ça serait trop présomptueux, mais plutôt d'accompagnement, de tirer par la connaissance de ce que nous avons par d'autres associations, à renvoyer le vécu à certains et de travailler en commun. On travaille ensemble, voilà.
Un travail en commun qui se manifeste chaque année, je vous l'ai dit en introduction de ce propos, par la tenue de ce forum des sports du côté du Parnal. Je vous propose de revoir l'édition 2010 de ce forum. Le sujet était signé Olivier Michel. Opération séduction pour les clubs sportifs gardois. Ce week-end, ils étaient 132 à investir le Parnasse et ses abords lors du forum des associations. L'occasion pour ces dernières de faire le plein d'adhérents, d'où la nécessité de séduire et d'attirer le badaud par quelques artifices, de la démonstration à l'exposition de trophées en passant par la présence de champions ou de bonbons. Le forum des sports, c'est une opération séduction. C'est pour ça que vous avez des bonbons là ? Ah, non, non, non. Non, on n'est pas là quand même. Non, c'est pour le plaisir d'accueillir du monde et puis qu'on puisse montrer notre activité. Donc on a une activité de plongée qui nous plaît énormément et puis on veut partager ça un peu avec tout le monde. Donc on a fait cette maquette en fait pour expliquer le fonctionnement d'une caverne, savoir comment ça se forme et on a essayé de montrer toutes les disciplines qui se rapportent à la spéléologie en fait, à savoir l'archéologie, la biospéologie, la géologie, l'hydrologie, la pollution des cavernes. Il appartient à qui ? Ah non, c'est une judokate de chez nous donc, qui a été en équipe de France, hein, au même titre que celui-là, qui a été champion de France, qui est en équipe de France à l'heure actuelle senior, hein, en catégorie moins de 100 kg. C'est un produit nîmois ça ? C'est un produit cheminot nîmois. Nous, nos atouts, c'est un petit peu nos jeunes qui nous représentent. Hein. J'ai Damien qui est numéro 1 français à moins de 17 ans, qui est membre d'équipe de France. Il y a Marie-Stéphane qui est numéro 1 française à moins de 15 ans, qui est membre d'équipe de France. Alors vous tablez sur la nostalgie. Qu'est-ce que c'est que cette photo ? On ne table pas uniquement sur la nostalgie, mais effectivement, ça fait partie de l'histoire de Nîmes, de l'histoire du cyclisme à Nîmes. Une piste démontable était installée dans les arènes. La course, souvent, c'était 24 heures par équipe. Les coureurs se reliaient pendant 24 heures. Vous prenez les gens en main et vous les faites tirer. Ça, c'est une opération séduction. Voilà, c'est une des séductions qu'on peut faire parce que nous avons une carabine laser cette année et un pistolet. Et ça, c'est formidable. Et les gens, ils sont satisfaits et nous aussi. Voilà, ça nous permet d'avoir un peu plus de zones de publicité. Une publicité nécessaire, surtout si l'on est un sport peu médiatisé, tout nouveau ou en plein développement. L'Ultimate Frisbee, c'est un sport collectif qui joue avec un frisbee, qui est mixte. C'est le seul sport au monde qui est mixte et collectif, qui est auto-arbitré, donc c'est les joueurs qui s'entendent entre eux en cas de conflit. Et pour finir, ce qui est très important, c'est qu'il n'y a pas de contact physique. Ça fait 1 an là qu'on a créé, 1 an et demi, et on a tout cartonné. On a fait les championnats fédéraux, on a gagné la 4e division, on est champion en titre et on a comme objectif de gagner la 3e division pour passer en D2 l'année prochaine. Le airsoft, c'est plus une simulation militaire, alors que le paintball, si vous voulez, les lanceurs sont phosphorescents, donc la différence, elle est là. Plus de réalisme au niveau du airsoft. On essaye que les gens ne soient pas effrayés par ces répliques qui sont quand même très réalistes. Plus certaines personnes les utilisent à des fins malveillantes. Donc il est important pour nous de donner une image rassurante. Véritable vitrine, le Forum des sports a l'avantage de présenter en un même lieu et à la rentrée tout le tissu associatif sportif nîmois. Une opportunité saisie ce week-end par de nombreux parents. Et lorsqu'on voit en l'espace un petit peu moins de 4 minutes la palette proposée par Olivier Michel dans ce reportage, on se dit qu'il y a une belle richesse à la fois des propositions mais aussi des clubs. Lorsqu'on voit par exemple les documents du club de cyclisme concernant cette piste de vélodrome dans les arènes de Nîmes, c'est des documents très très rares. Il y a une vraie histoire et une âme sportive dans ces associations nîmoises. Oui, et d'abord, comme je vous dis, il y a une certaine pérennité dans certaines associations où les dirigeants se sont passés le flambeau avec l'esprit. Les éducateurs, parce qu'il ne faut pas trop oublier, il y a les dirigeants qui sont que des bénévoles et qui se donnent, qui véhiculent l'esprit. Puis il y a les éducateurs. Et moi, je dois reconnaître quelque chose, c'est que toutes disciplines confondues, sur la ville de Nîmes, il y a d'excellents éducateurs. Et pour en témoigner, c'est les résultats au niveau des jeunes. C'est-à-dire que pratiquement toutes disciplines confondues, les clubs nîmois arrivent à tirer leur épingle du jeu au niveau national, au niveau des titres, des trophées, des classements. Et avec des moyens, je le reconnais, économiques et propres à la ville, qui ne sont pas
énorme et ils font un excellent travail et ils arrivent à durer. C'est des associations qui sont bien ancrées, qui travaillent sérieusement et qui savent où elles en sont, où elles veulent aller avec leurs moyens sans ambition démesurée. Tout à l'heure, vous receviez André Fesch, le président du basket, club PCPN. Il vous le disait également, il a de l'ambition, mais à un moment donné, il sait également. Et c'est un peu le propre de beaucoup d'associations nîmoises. En tout cas, on sera très attentif justement dans cette émission Miroir des sports aux résultats et aux activités de toutes ces associations de sport, qu'elles soient sur du sport collectif ou individuel. On va revenir sur l'activité justement de certaines équipes de sport collectif. Il s'agit notamment le cas d'une équipe professionnelle, mais qui a également une association avec à sa tête un ancien élu, nîmois, à la personne de Gérard Di Domenico. Il s'agit du Nîmes Olympique. Le Nîmes Olympique qui, du fait de la trêve internationale, jouait un match amical samedi après-midi du côté du stade de la Petite Crau à Saint-Rémy-de-Provence face à l'AC Arles Avignon. L'occasion pour Jean-Michel Cavalli de faire une revue d'effectifs et puis d'essayer quelques combinaisons, notamment avec Rafik Saifi, dont il était question dans notre émission Croco Hebdo de la semaine dernière. Au final, une défaite pour les Crocos nîmois, 2-1 face à l'AC Arles Avignon. Un résumé de la partie préparé par Guillaume Vitrouille. Profitant de la trêve internationale, les Crocos recevaient en amical leurs voisins de l'AC Arles Avignon ce samedi. Comme souvent dans ce genre de match, le résultat importe peu. Et même si les Lyonceaux empochent leur première victoire pour du beurre avec un premier but à la 11e minute par Jonathan et un second dans les arrêts de jeu de la première mi-temps par Psaume, on retiendra surtout de ce match l'égalisation de Mostefa en seconde période. Et surtout l'entrée en jeu de l'international algérien Rafik Saifi. Une victoire sans conséquence pour Arles Avignon et des leçons à tirer. Quel point positif vous tirez du match? Déjà victoire, on n'est pas connu. Hein. On n'est pas connu. Après, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'engagement, beaucoup de volonté de bien faire. Il y a eu deux visages quand même. La première mi-temps, la deuxième mi-temps, c'était pas le même engagement. On a subi au début des deuxième mi-temps. Mais après, c'est un petit peu peut-être un coup de fatigue après les stages, où c'est difficile de se mettre en jambe tout de suite comme ça. Mais bon, peut-être c'est bien ça aussi. Si on avait gagné 2-0, 3-0, peut-être, voilà, on a changé. L'école, c'est parti tout ça. Non, c'est peut-être bien. C'est un bon petit avertissement pour tout le monde. Farouk Hadzibedjik, alors on le rappelle, ce qui a été présenté comme la première victoire de la CA Arles Avignon cette année, non, c'est la deuxième victoire de la CA Arles Avignon, puisque la CA avait remporté dans sa préparation au mois de juillet un match sur sa pelouse historique du Stade Fournier à Arles face à l'AS Saint-Etienne, ex-leader du classement de Ligue 1. Donc on peut croire que les matchs amicaux réussissent plutôt bien aux Arlésiens. Victoire 2-1 face donc à Nîmes Olympique, juste avant un déplacement très important le week-end prochain face à Brest. On vous tiendra bien évidemment très informé de l'actualité de la CA Arles Avignon et du Nîmes Olympique, dont la réserve en CFA2 a été défaite samedi dernier 2-1 du côté de Toulon. Justement, le Nîmes Olympique, il va en être question cette semaine avec la reprise du championnat. 10e journée du championnat de France de Ligue 2 avec vendredi soir un déplacement très important pour les hommes de Jean-Michel Cavalli sur la pelouse du stade Parsemin à Istres face au football club Istres-Ouest Provence. Début du match à partir de 20h. Les autres rencontres, Évian-Thonon-Gaillard face à Angers, Laval-Grenoble, Le Havre-Sedan, Le Mans-Clermont, Metz-Dijon, Reims-Ajaccio, Troyes-Boulogne, Vannes-Châteauroux et enfin Nantes qui recevra Tours. Voilà en ce qui concerne la prochaine journée de Ligue 2 pour le Nîmes Olympique. Sachez que Yannick Bolly et Benjamin Moukanjo demain seront les invités de Pierre-Paul Castelli dans le cadre de votre émission du Nîmes Olympique Croco Hebdo. Coup d'envoi donné à partir de 20h45 sur Télémiroir. On le voit, l'actualité aussi pour les clubs de football est très riche pour le Nîmes Olympique, notamment au niveau des équipes de jeunes. Hein. Oui, on en disait quelques mots tout à l'heure, c'est que on voit l'énorme travail qui est réalisé dans la structure de Nîmes Olympique actuellement.
avec tous les éducateurs. Je rappelle, je ne veux surtout pas oublier les éducateurs parce qu'ils ont un rôle évidemment essentiel. Et on voit cette année un début de saison U19, U17, U15 qui est vraiment très très bon. Et quand on sait l'importance pour un club comme Nîmes Olympique de cette formation par rapport à l'équipe première, donc on ne peut que s'en féliciter et ça donne beaucoup d'espoir, surtout dans le projet du président Gazo, qui est de la création de ce centre de formation et de lieu de vie qui a bien pris, qui a commencé à la Bastide et qui, à mon avis, toujours dans l'esprit de la pérennité, va dans le bon sens pour Nîmes Olympique et pour l'avenir du football professionnel et amateur autour de Nîmes Olympique. Beaucoup d'espoir placé en ces crocodilés. Oui, oui. Voilà, on est arrivé au bout de cette partie. Merci d'avoir été avec nous, Pascal Gourdel, ce soir sur ce plateau de Miroir des Sports. On va se retrouver après une courte page de publicité en présence de Laurent Puységur, l'entraîneur de l'USAM Nîmes Gare, pour évoquer le premier point pris par l'équipe nîmoise en D1 masculine et la belle victoire des joueuses de Manuela Elie du HBCN. Gare au décor, des carrelages d'exception, c'est au Mas des Rosiers, route de Montpellier à Nîmes. Venez découvrir chez Caro Décor toutes sortes de carrelages et faïences pour votre habitation, sol, cuisine ou salle de bain, ainsi que son espace décoration et aménagement extérieur. Caro Décor, c'est au Mas des Rosiers. Et pour ces 10 ans, pour plus de 300 € d'achat, Caro Décor vous offre la colle. La troisième partie de Miroir des Sports, toujours dédiée ce soir au sport collectif et au ballon au pluriel, avec une troisième partie entièrement dédiée au handball pour évoquer les championnats nationaux de handball qui intéressent plus précisément les clubs gardois. Nous recevons ce soir le coach de l'USAM Nîmes Gare, Laurent Puységur. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va revenir avec vous un petit peu sur les enseignements de cette quatrième journée. Et le premier point acquis par votre équipe, c'était vendredi soir sur le parquet de Cesson. On aura également l'occasion de revenir sur les résultats du week-end. La belle victoire pour les filles de Manuela Elie avec une victoire du HBCN samedi soir au Parnasse. On reviendra également sur la défaite de Montpellier. C'était en Ligue des Champions samedi. Mais on va donc s'intéresser sur cette quatrième journée de D1 masculine avec, je vous le dis d'ores et déjà, un déroulant doit se présenter sur votre écran. Vous pouvez gagner d'ores et déjà des places pour le prochain match de championnat avec la réception de Toulouse au Parnasse. Ce sera donc pour la rencontre du 16 octobre au Parnasse. USAM Toulouse, venez nombreux encourager les hommes de Laurent Puységur. Alors on l'a dit, Laurent, premier point, pas de changement au classement, vous êtes toujours avant-dernier, mais c'est un premier point qui fait plutôt du bien. Oui, c'est toujours bien d'ouvrir le compteur, surtout à l'extérieur, contre une équipe qui risque de se battre avec nous pour le maintien. Donc, sur l'ensemble du match, je dirais que c'est une performance normale et que le match nul est mérité pour les deux équipes. Alors, le score final a été de 21 partout vendredi soir entre cette équipe de Cesson et l'équipe de l'USAM. Quels ont été les problèmes posés justement par Cesson ? Les problèmes posés, c'est un peu par rapport à notre avalanche de blessés, je dirais. C'est-à-dire qu'on a une base arrière qui est vive, qui est rapide, mais qui n'est pas très puissante et il n'y a pas trop de tirs de loin. Donc, ils ont commencé en première mi-temps sur une défense étagée où on a pu s'exprimer. Et c'est vrai qu'on a fait une première mi-temps d'un très bon niveau. Et en deuxième mi-temps, ils se sont collés à la zone en 0-6. Et là, ça a été quand même offensivement bien plus compliqué. Mais ce qui a été intéressant, c'est qu'on a quand même tenu défensivement, donc un petit score, mais un score de parité qui fait notre bonheur. Alors lorsqu'on passe en 0-6, ça offre beaucoup moins d'espace et c'est beaucoup plus serré en défense. La 0-6, en fait, c'est une défense qui est alignée autour de la zone et qui oblige les joueurs à tirer de loin.
Et quand on n'a pas trop de bras pour tirer de loin, eh ben, c'est un peu compliqué. Donc on a réussi à trouver des solutions par notre vivacité, les positionnements, etc. Mais à un moment donné, on puise dans les réserves et c'est de plus en plus compliqué, quoi. Justement, par rapport au profil de cette première mi-temps, collectivement parlant, est-ce que vous avez été satisfait de la rentabilité de vos joueurs devant les buts adverses? Oui, oui, oui. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'on a encore quelques erreurs individuelles qui nous coûtent très très cher, quoi. Des tirs ratés à 6 mètres. Je crois qu'on rate 2 pénaltys encore. On a des erreurs défensives flagrantes. Et chacun fait un peu sa bêtise. Donc ça en fait pas beaucoup pour chacun, mais ça en fait beaucoup pour le collectif. Est-ce que vous avez cru à un moment donné que justement vous pouviez perdre ce match du fait de l'accumulation de ces erreurs? Ah ben à -2, à 2 minutes de la fin, je crois qu'on n'était tous pas très fiers, mais on avait toujours confiance et le sentiment qu'on pouvait y arriver. Et c'est ce qui s'est passé. On a très très bien joué nos 2 dernières minutes. Les ballons pesaient lourd, mais on a réussi à les mettre au fond. Allez, on va regarder les panneaux de résultats de cette 4e journée de D1 masculine avec ce match nul donc de l'USAM sur le parquet de Cesson, 21 partout. 2 matchs nuls lors de cette journée. Vendredi soir, donc l'USAM à Cesson, 21 partout. Ivry, hier soir, qui est allé faire match nul à Nantes, 31 partout. Et 4 victoires à l'extérieur. Ça avait commencé mardi dernier par Montpellier 35-28 chez le prochain adversaire des Nîmois, Toulouse. Chambéry qui s'était imposé d'un but mercredi soir face à Dijon 28-27. Victoire de Dunkerque sur le parquet de Saint-Raphaël 33-31, toujours mercredi soir. Victoire encore à l'extérieur pour Istres sur le parquet de Paris Handball 32-29. Et finalement, l'unique victoire à domicile a été samedi soir pour l'équipe de Tremblay en France qui s'est imposée face à Saint-Cyr 29-21, ce qui nous donne au niveau du classement 3 équipes en tête, réunies à 8 points, Montpellier, Chambéry et Dunkerque. Différence de but de plus 35 pour l'équipe Montpellier-Rennes contre 21 à Chambéry et 19 à Dunkerque. 3 points d'écart avec le 4e Nantes, 4 points d'écart avec Ivry, Istres, Saint-Cyr. 8e place occupée par Tremblay en France avec 3 points également pour Dijon, Saint-Raphaël. 11e à 2 points Toulouse et Paris Handball. Ferme la marche avec le premier point, donc acquis vendredi soir, Nîmes et Cesson. Vous avez échangé des paroles avec votre confrère de Cesson sur justement la saison qui allait vous attendre et que vous allez très certainement vous croiser tout au moins au niveau du classement. Ouais. Bon, Cesson a peut-être un peu plus mal démarré que nous puisqu'ils ont perdu contre Saint-Cyr, un promu chez eux. Ils ont fait match nul donc contre nous chez eux. Nous, toutes ces équipes-là, on les recevra sur les phases retour. Donc c'est important, notamment pour le goal average particulier, parce que je pense que cette année, ça va se jouer vraiment très serré. Donc voilà, eux étaient au complet, hein, et ils ont du mal. Donc, et à domicile en plus. À domicile, au complet. On essaye toujours de prendre un peu tout ce qui peut être bon. Les motifs de satisfaction. Exactement. Donc il me tarde de récupérer un peu tout mon monde et de pouvoir produire le jeu qu'on doit produire avec Nîmes. On va découvrir les panneaux de la prochaine journée, la 5e journée de D1 masculine avec, on l'a dit, la réception de Toulouse. Ce sera samedi à partir de 20h au Parnasse. USAM Toulouse, 20h samedi 16 octobre. Une journée qui débutera mercredi avec Chambéry Dunkerque, Montpellier Paris Handball. Vendredi, elle se poursuivra avec Saint-Cyr Saint-Raphaël. Samedi, Ivry Dijon à 20h. À 20h30, Istres Tremblay en France. Journée qui se terminera dimanche 17 octobre avec Nantes Cesson. Prochaine journée, un gros morceau avec Toulouse. Ça va être une bonne préparation avant la Coupe de la Ligue et le rendez-vous de Chambéry. Oui, c'est une équipe très physique, puissante, avec une 0,6 très grande, mais tout est faisable. Ils ont perdu un de leurs meilleurs joueurs, là, Damien Kabengele, qui s'est fait une fracture du péroné, donc il ne sera pas présent samedi. Donc les forces se balancent un peu et j'espère que grâce à notre état d'esprit et à l'investissement des joueurs depuis quelques semaines, on va pouvoir prendre 2 points. On vous le souhaite en tout cas. Et pendant que l'USAM Nimgar regagnait
les terres nîmoises. Pendant ce temps, l'équipe de Montpellier affrontait l'équipe de Veszprém, club hongrois, dans le cadre de la Ligue des Champions. Défaite pour l'équipe montpelliéraine. Je vous propose le résumé et la préparation de cette rencontre sur ce sujet de nos confrères de CTL-TV. Il y signait Jean Brun. À quelques heures du match face à Veszprém, le groupe montpelliérain n'a pas encore de certitude sur son potentiel. Après 2 rendez-vous à domicile, c'est l'heure de goûter au vrai parfum de cette Ligue des Champions. Une rencontre loin de ses bases, chez l'un des quarts de finalistes de la saison dernière. Dans l'aréna de Veszprém, Hambourg s'est incliné la semaine d'avant. C'est donc chez le leader provisoire du groupe B que Montpellier doit se rassurer sur son avenir dans cette compétition. C'est vrai qu'on sait pas trop, on n'a pas fait encore c'est notre premier gros match à l'extérieur, donc voilà, on va essayer de ne pas s'affoler, même si ça va être très difficile par moment, de rester concentré, appliqué, de ne pas lâcher trop de ballons comme on avait pu le faire à la maison contre Hambourg, être efficace au niveau du shoot parce qu'ils ont 2 très bons gardiens en face, donc voilà, il y a tout ça qu'on va essayer de gérer au mieux. Mais le MHB n'est pas épargné par les blessures. Amam, Ahmed, Joly, forfait depuis le début de la saison, s'ajoute celui de Vít Kaptičník. Laissé au repos depuis une semaine, Canaillé aimerait l'utiliser au poste d'arrière droit, à la place du Bosniaque Obradovic, pas du tout au niveau d'un tel rendez-vous. En attaque, l'entraîneur Montpellier a donc très peu de cartes à abattre. Il peut néanmoins compter sur la grande satisfaction des premiers rendez-vous européens, le gardien Storel. Derrière, une ligne défensive très efficace. Il faut s'appuyer sur notre défense qui fonctionne bien, en espérant que ça va rester stable. C'est un secteur qui va rester stable sur nos contre-attaques. Et puis en attaque, il faut essayer de, je dirais pas de tricher, mais il va falloir essayer de jouer intelligemment en utilisant bien nos forces et en essayant de masquer un petit peu nos faiblesses du moment. Marqué il y a 1 an et demi par la mort de son joueur Mario Kozma à la sortie d'un bar de la ville, Veszprém vit et respire le handball. Dans cette ambiance vuvuzélesque, Montpellier affirme d'entrée sa détermination. Le gardien Storel donne le tempo à ses partenaires. Les jeunes d'Ipanda et à Cambrai ont le bras chaud. Et le capitaine Nikola Karabatic, comme d'habitude, percute et fixe à merveille. En face, l'artilleur gaucher Marco Vujin est efficace mais pas aussi redoutable que contre Hambourg. Le MHB fixe Veszprém à 2-3 buts derrière, 15-13 à la mi-temps. Dès les 10 premières minutes de la deuxième mi-temps, on sent que le sort n'épargnera pas Montpellier. D'abord sur cette non-exclusion évidente d'un joueur de Veszprém, ensuite sur la sortie définitive de Karabatic suite à une béquille. Enfin, lorsque Kaptičník rentre, un petit but et puis s'en va, la douleur est trop grande. Storel a beau faire des miracles et à Cambrai marquer des buts sur main levée, le manque de rotation va être fatal à Montpellier. Nicolas qui se fait une grosse béquille je crois, donc derrière ça donne moins de percussion au jeu c'est sûr. Après ça joue aussi à des balles importantes qu'on met pas forcément au fond, des contre-attaques, des choses comme ça. Donc, Le gardien Peric fait se lever le public de Veszprém et les arbitres excluent 2 fois des joueurs de Montpellier aux grandes dames de Michael Guigou. Les 2 minutes c'est derrière. Moi je fais une passe au pivot, le défenseur fait pied et l'arbitre le voit, il le siffle pas et on passe de suite à moins 2 et bon, à 2 moins les 2 à 2 minutes 30 de la fin c'était difficile. 27-26, 1 seconde à jouer, le jet du dernier espoir. Peric dévie le tir d'Acambray. Montpellier a lâché le morceau dans les 5 dernières minutes, 2 défaites en 3 matchs, avec pourtant un gardien auteur de 70 arrêts. Je suis très content de mon début de saison en Ligue des Champions, mais c'est grâce à une équipe qui défend bien devant moi. J'ai confiance pour la suite, c'est dommage qu'on n'ait pas ramené 1 ou 2 points, mais c'est toujours difficile de gagner ici. On était prêts, mais il nous a manqué un petit quelque chose. L'adrénaline provoquée par les matchs ici, c'est quelque chose qu'on doit retrouver systématiquement parce que j'ai vu des joueurs monter énormément leur niveau de jeu parce que je pense qu'ils avaient un peu peur du contexte. Donc ça veut dire que ce genre de choses, ils sont capables de le produire, ils l'ont en eux. Donc il faut maintenant qu'on arrive à renouveler ce genre d'application tactique et qu'on continue à travailler pour
pour gommer encore ces petits défauts qui par moments nous font nous rapprocher des meilleurs, mais font que par moments on est encore un peu derrière. Dans l'histoire, peu d'équipes l'ont emporté ici à Veszprém. Montpellier a failli le faire, mais il manque encore la marque des très grandes équipes, un brin de réussite. Le club hongrois de Veszprém qui est actuellement en tête de ce groupe B de Ligue des Champions avec 6 points plus 12 de différence de buts, mais moins de buts marqués par rapport au premier Kolding qui s'est imposé 32-30 face à Hambourg. Enfin, les Suédois de Sävehof se sont imposés d'un tout petit but hier dimanche, 33-32 face à Tatran Prešov. Montpellier qui est 3e avec 2 points et 4 longueurs de retard sur les deux clubs qui mènent ce groupe B de Ligue des Champions. On le voit, Laurent Puisségur, lorsqu'on domine le championnat de France, il n'est pas dit que les choses soient faciles en Ligue des Champions. Et on le voit dans les conditions de jeu qui ont été le cas des Montpelliérains dans cette salle chauffée à blanc. Oui, le niveau de jeu entre le championnat de France et la Ligue des Champions est totalement différent. L'impact physique est vraiment important en Ligue des Champions. Et c'est vrai que Montpellier a fait 45 premières minutes de très haute facture. Vraiment, je me suis régalé en regardant le match et j'ai vu vraiment de très belles choses. Et c'est vrai que le manque de rotation sur la fin de match a pesé quand même parce que un petit peu moins de lucidité, quelques erreurs, des ballons perdus ont fait que, à un moment donné, on se retrouve derrière. Ils ont vraiment fait une belle partie. Il y a une statistique qui est impressionnante, c'est concernant le gardien, 70 arrêts. Il est impressionnant. J'ai vu les 3 matchs de Ligue des Champions et c'est pas des petits arrêts qu'il fait à chaque fois. Hein. C'est vraiment des vrais arrêts de gardien de but. Et c'est quelqu'un que les gens ne connaissaient pas trop, qui était connu dans le milieu et il est en train d'exploser et de montrer à tout le monde qu'il fait partie au moins du top 5 mondial. Top 5 mondial. En tout cas, au niveau des gardiennes de but, samedi soir au Parnasse, il y a eu des arrêts. Alors, il n'y en a pas eu autant parce que, bien évidemment, la prestation était totalement différente, le profil de la partie également. En tout cas, de la satisfaction pour les joueuses de Manuela Illy dans le cas de cette 5e journée de D1 féminine avec une belle victoire face à Arvor. Nicolas Penchino était présent. Depuis la première journée de ce championnat de Ligue 1 et une défaite face à Metz, les Nîmoises du HBCN n'ont plus perdu une seule rencontre. Pour cette 5e journée, les filles de Manuela Illy étaient opposées à Arvor au Parnasse. Des Bretonnes qui de leur côté ont également tout gagné, sauf leur duel face aux Messines à l'instar des Gardoises. Et c'est donc pour la 3e place du podium que cette rencontre se jouait. Après une première mi-temps très disputée sans qu'aucune des deux équipes ne prenne les devants, score à la pause 15-14, les Nîmoises ont douté en début de seconde mi-temps. 5 minutes après la reprise, les Nîmoises sont 3 longueurs derrière et on peut craindre le pire. Mais sous l'impulsion de Sophie Herbech, Maureen Marshall et Fanny Bosque, les 5 minutes suivantes seront à l'avantage du HBCN. Mieux même, Sophie Herbech, toujours elle, en pleine confiance, donne une nouvelle dimension à la rencontre. En quelques minutes, les Nîmoises passent de 0 à +5. Et les coéquipières de l'ancienne gardienne nîmoise Niki Uba sont asphyxiées et commettent beaucoup d'erreurs. Les Nîmoises vont s'imposer finalement 36-27 +9 à l'issue d'un match où elles ont prouvé que cette année, dans l'élite du handball féminin, il faudrait compter sur elles. Une belle victoire des Nîmoises, on l'a dit, avec cette victoire 36-27 face à Arvor. Le retour au Parnasse de l'ancienne gardienne Niki Uba qui s'est illustrée à 13 reprises au cours de cette partie en arrêtant des tirs nîmois. Gervaise Pierson et Katarina Abralo sont également illustrés par 10 et 8 fois respectivement. La meilleure buteur a été Sophie Albrecht avec 9 réalisations, suivie par Blandine Dansette et
Stéphanie Bosque avec 4 buts. Je vous propose d'écouter le coach du HBCN, Manuel Haï, au micro de Nicolas Pinchino après la rencontre. C'est vrai que ce soir c'était un test. On a dit qu'on s'inscrit cette année parmi les ténors de ce championnat. On a voulu voir contre ceux qui sont premiers, qu'est-ce que ça donne. C'est vrai que tout le monde a une qualité d'exception, comme c'était passé ce soir dans le handball, enfin avec ce qu'elles ont produit. On peut faire des scores comme ça. C'était pas si évident à la mi-temps, c'était pas si évident la première mi-temps. Je crois qu'elles ont élevé leur capacité de dynamisme, d'enchaînement des tâches en défense. On a joué sur les grands espaces, c'est notre point fort. Et après, c'est vrai qu'Isukanova et Sophie Herbrecht se sont réveillées à la deuxième mi-temps. Enfin, Kisukanova, elle était bien tout au long de la partie. Madalina aussi. Il y a Maureen qui a fait un très très bon travail en défense. Enfin, tout le monde a mis la pierre à l'édifice. Et c'est vrai, si hier soir me disait tu vas prendre les 3 points de cette manière, je ne croyais pas. Là, par contre, je le vois, je suis fière de mes filles. Qu'est-ce qui s'est passé en deuxième mi-temps, à la 10e minute à peu près de la deuxième mi-temps? Il y a un déclic. Est-ce qu'il y avait une consigne particulière? La consigne, oui, particulière parce qu'on n'a pas respecté quelques-unes d'entre les consignes qu'on a mis en place dans la stratégie de ce match-là. Et surtout le fait que Sophie, elle s'est révélée et que tu as 4-5 arrières qui donnent ce qu'elles ont donné ce soir. Moins bien Camille, mais elle a fait un très très grand boulot en défense. Ça donne ça. Un mot justement sur le prochain match? Oui, on se déplace au Havre. On sait que nos déplacements là-bas, ils sont compliqués. On fera tout pour tenir tête à cette équipe-là qui commence à se révéler aussi. Moi, je crois qu'on va produire un bon match. Physiquement, les filles, elles y sont. On se retrouve dans les mêmes conditions parce que le Havre, il a joué aussi et que c'est que la partie de mercredi soir qui va nous donner, va nous révéler qui est le meilleur. 36-27, donc victoire pour le HBCN samedi soir au Parnasse. On va regarder rapidement les panneaux de résultats. Victoire également pour Metz, l'autre leader de la division 1 féminine, 29-18 face à Cergy-Pontoise. Hier dimanche, Besançon est allé s'imposer à Issy-les-Moulineaux 23-20. Nette victoire de Fleury-les-Aubrais 31-23. Au classement, eh bien, on l'a dit, Metz et Nîmes se partagent la première place avec 13 points, plus 33 de différence pour Metz, plus 18 pour Nîmes. On rappelle que les Messines avaient battu les Nîmoises lors de la première journée. 13 points également pour Toulon. Arvor est 4e avec 11 points, 9 points pour Fleury-les-Aubrais. À 6e à 7 points le Havre, 6 points pour Besançon, Dijon et Issy-les-Moulineaux. Ferme la marche avec 4 points, Cergy-Pontoise et Mios-Biganos. La prochaine journée débutera mercredi à 20h avec le déplacement du HBCN sur le parquet du Havre. Dans un même temps, Toulon accueillera Issy-les-Moulineaux. Vendredi 15, Arvor recevra Besançon et samedi, Cergy-Pontoise recevra Mios-Biganos alors que Metz se déplacera à Dijon. Laurent Puisségur, vous êtes toujours attentif aux performances des joueuses du HBCN? Oui, des féminines en particulier. Enfin, j'ai entraîné pendant 2 ans une équipe féminine, donc ça m'intéresse toujours autant. Et voilà, sur ce que j'ai compris, c'est qu'elles ont déroulé, elles ont fait 40 minutes et puis après elles ont décidé un peu d'attaquer et ben on a vu le résultat. Et ça a fait la différence. Du côté de la division 2 féminine, Bouillargues a été battue 25-18 par Bègle. Bègle qui demeure intraitable à domicile. 23-16 victoire d'Octeville-sur-Mer sur Celles-sur-Belle. Plan de Cuc est défait par Abbeville 27-22. Victoire de la Motte-Servolex 31-29 face à Chambray. Lyon-Vaux s'impose face à Angoulême 34-30. Enfin, Noisy-le-Grand s'impose à Nice 26-22. Au général, les Bouillarguaises sont 8e avec 6 points. Place qu'elles partagent avec Celles-sur-Belle, Plan de Cuc et Angoulême. 4 points de retard sur Bègle qui emmène ce classement de D2 féminine. On précise bien, ce n'est pas Division 1, c'est bien la D2 féminine. Prochaine journée, le 16 octobre pour Bouillargues qui recevra justement Octeville-sur-Mer. Voilà, on a fait le tour du handball pour le dernier week-end et le week-end à venir. On rappelle, samedi soir, rendez-vous du côté du Parnasse pour la réception de Toulouse. Merci Laurent Puisségur d'avoir été
avec nous. On est de tout cœur avec l'USAM, comme toujours. Et on se donne rendez-vous dans quelques minutes pour le journal de Marlène Laroche. Miroir des sports, c'est fini pour cette semaine. À l'année prochaine. Bonne soirée. Au revoir. Saturn Nîmes, plus radin, plus malin. Vous Saturn Nîmes, plus radin, plus malin. vous a présenté Miroir des